Ok, bah, puisque je l'avais promis, il va bien falloir faire une troisième partie sur cet article de Alastair Crooke. Et puis on a même un petit logo ici pour nous rappeler qu'en fait il est noir, mais en réalité c'est un reflet qui le fait blanchir. Bon d'accord, ok. Je te mets le logo là, hein. Et donc notamment, ce qui était étonnant, c'est que on est un journal du style le Daily Telegraph. Alors attends, je fais ça bien. Qui est un journal que nous ne connaissons pas et ne lirons jamais, évidemment, mais dont on entend parler quelquefois. On a 2 articles en un mois, 6 articles les 3 mois suivants, 26 articles le reste de l'année précédente, 20 articles en 2020. Voilà, bon, on en parle. Et à chaque fois, j'imagine que quand on en parle, enfin, j'imagine, j'ai bien compris, hein, tout le monde l'a bien compris, c'est toujours en mal. Toujours pour dire, bah, quelle catastrophe ce truc, mais c'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé du coup un article qui datait de Defensa, qui était de la veille de celui, la perspective du totalitarisme, c'est l'introduction à l'article de Lester Crook, Le masque du Pandore, où il parle du Daily Telegraph. Mais un jour avant, donc un jour avant la publication de ça, il l'avait déjà fait remarquer dans un article précédent, Pentagone, les messages personnels, où notamment il est déjà question de cet article. Tiens, là j'ai un commentaire d'un lecteur, chouette. Et en particulier parce que le sujet c'était plutôt que où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Larry Johnson se charge de nous expliquer ci-après, donc dans l'art de la désinformation occidentale, des mensonges à propos de la guerre en Ukraine. Voilà, alors Larry Johnson, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, évidemment, qui est toujours empli de bonne volonté, d'explications intelligentes. C'est quelqu'un qui a un cerveau, donc autant écouter les gens qui ont un cerveau. Et donc il fait une analyse de l'article du blog BAO, c'est l'Occident collectif, un article du New York Times en fait à ce moment-là, qui démonte point par point, etc. Bon, ça c'est une chose. Bref, en genre, si la Russie était en train de perdre complètement bloquée en Ukraine, on pourrait s'attendre à ce que Shoigu, qui est le chef de guerre russe, soit celui qui appelle Austin et implore sa pitié. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent les choses du côté de la presse américaine. Ils sont vraiment complètement à côté de la plaque. Ils insistent pour continuer à être à côté de la plaque. Il y avait notamment, du coup, pendant qu'on parlait hier, dans la même foulée, encore à propos du... alors si tu vois, attends, sur Larry Johnson, du coup, qui est là, voilà, il y avait cet article qui est paru hier, pendant qu'on parlait de Moon of Alabama, monsieur inconnu chef de guerre, qui est aussi une personne que nous écoutons avec énormément de soin. En tout cas, quand ça parle de son domaine de compétences, c'est monsieur qu'il faut écouter. Et en l'occurrence, lui, évidemment, il s'étonne, comme tout le monde. Il fait une nouvelle description de journalisme de guerre occidental. Se résume à des articles du genre les officiels de notre camp ont dit. Et donc, il parle de Larry Johnson, qui est consterné, à juste titre. Attends, je te mets ça pour pouvoir. Voilà, sinon. Pardon. Mais j'avais fait une fonction spéciale qui permettait de cibler le point pour mettre ça ici, mais c'est pas grave. L'article de New York Times, Struggle with Russian and Ukrainian Strand Warman. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Attends, bouge pas, je te fais une traduction. Non, mais je veux savoir. Non, mais on a le droit de savoir. Bah, j'ai le droit de savoir quand même. Schwarz en allemand, ça veut dire noir, ça c'est bien. New York Times se débat avec les faux fuyants russes et ukrainiens. Ah ben bravo. Donc on n'a pas encore eu une traduction de cet article, c'est pour ça qu'on est surpris. Et évidemment, un récent article du New York Times, alors l'article du New York Times intitulé, c'est là, selon les responsables occidentaux, créer l'opportunité, occidentaux officiels dit. Alors, les erreurs de la Russie créent des opportunités pour l'Ukraine. Oui. Illustre ce phénomène, le phénomène d'avant. Voici les points saillants de cet article. Ok, d'accord, ok.
Et donc, ah oui, on peut aussi recevoir un prix Pulitzer quand on est diffuseur de mensonges, c'est très bien. Bah tiens, tu veux un prix Pulitzer? Moi je vais t'en donner. Dans moins de 5 minutes du top chrono, je vous donne une information qui mérite un prix Pulitzer. Top chrono, hein. Je continue tranquillement. Alors là, il explique, oui, la façon de procéder des journaux habituellement, c'est ce dont des responsables américains et européens, les responsables américains m'ont dit, la Russie a annoncé. En fait, un officiel du renseignement occidental a comparé. Le travail des journalistes, c'est en fait de se... Enfin, tu vois, si moi j'interviens et je dis quelque chose, ils vont pas en tenir compte. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font un tri entre les choses qui relaient. Donc, leur travail consiste à trier ce qui est relayé au public. Imagine qu'on a... enfin, ils tiennent compte évidemment pas des gens comme des commentateurs inconnus de tous et qui se grattent la tête devant la télé. C'est, ils tiennent compte d'une espèce de scène de théâtre du monde qui tourne et des gens responsables qui sont importants. Et donc, euh, ils sont comme, c'est une scène de théâtre et les journalistes sont devant cette scène de théâtre, entre le théâtre et le public, et ils sont au milieu et ils relaient ce que les acteurs disent pour le transmettre au public. Et il dit tel acteur a dit telle chose. Et telle actrice a dit telle chose. Elle lui a répondu ça à l'autre. L'autre, il a réagi bizarrement. Mais c'est bon, pousse-toi, laisse-nous voir la scène. Tu sers à rien là. Tu fais chier tout le monde. Et en plus, il va trier des trucs qu'il va pas dire. Il va dire non, mais on s'en fout lui de ce qu'il a dit. Et comment tu veux que ça serve à quelque chose? Et comment tu veux comprendre quelque chose quand tu as entre les deux des gens qui viennent te faire des commentaires ou même pas des commentaires, des tris entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et encore, même, tu vois, ils peuvent prendre, comme je l'avais dit textuellement dans le précédent article sur les quatre strates du mensonge, il peut très bien prendre un propos textuellement, le redire au public, mais en disant ah là là, vous avez vu ce qu'il a dit, et puis ensuite il fait la citation. Alors qu'en fait c'était un truc très intelligent, mais il n'a pas du tout compris l'astuce. Et du coup, il empêche les gens de comprendre ce qui a été dit en réalité, bien que ce qu'ils se transmettent, c'est soit textuellement ce qui est dit. Donc tu vois, le travail de la presse est depuis très longtemps décrié par de plus en plus de monde, en tout cas d'abord par les plus grands spécialistes, puis en général par toutes les personnes qui à un moment ou à un autre y sont confrontées. C'est-à-dire que dès qu'on est euh, concerné par ce qui se passe, on se rend compte du gap qu'il y a entre ce qui sort dans les médias et ce que nous on a vécu personnellement et ce qu'on en aurait dit. Parce que quand on a vécu la scène de l'intérieur et qu'on voit ensuite ce que les médias en font, là on voit vraiment la différence. Et là on est scandalisé, on se dit mais c'est pas possible, vous faites quoi? Donc déjà les spécialistes, puis les gens qui sont concernés, puis de plus en plus de monde progressivement se rend compte que on a un grave problème avec la presse. Alors pourquoi tout d'un coup un jour, quelqu'un arrive et te dit, voilà, contrairement à tout ce que tout le monde dit d'habitude, tout ce que le monde a l'air de penser, contrairement au fondement de la société qui vit en paix, qui croit les médias, qui travaille, qui n'a pas le temps de s'intéresser à toutes les choses qui se passent dans le monde, mais qui ont quelques bruits qui courent. Tout ça, c'est basé sur le principe que quand même, les gens qu'on a en face sont honnêtes, qu'on peut investir, on peut faire des choses, on peut continuer à vivre. Tout ça, c'est basé là-dessus. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, lui, il arrive et il te dit le fonds de commerce de la foi que peu de gens ont encore en nous, ce fonds de commerce est la foi en la société, la foi en l'avenir, la foi en le capitalisme, etc. Pourquoi est-ce qu'il va détruire le fonds de commerce de tout ce qui fait, tout ce qui soutient encore le peu de foi qu'on peut avoir envers les médias et envers le système surtout, envers le système. Quand le mec arrive et qui dit on est foutu, on va tous crever, de plus ça sert à rien ce qu'on fait. J'aimais bien mon allégorie avec le bateau des galériens romains là.
qui se rendent compte que ça sert à rien du tout de ce qu'ils font. Ils se font fouetter pour ramer, pour aller nulle part, dans un bateau qui coule. Et voilà la question. Donc le quintuple point d'interrogation, c'est ce propos-là. Ne vous y trompez pas, les prix de l'énergie vont atteindre des sommets, vous allez crever de la famine, les peuples vont se révolter contre leur gouvernement, les chefs de gouvernement vont partir en courant pour les se cacher sous la table, ils vont se faire courir après, le roi est nu, nanana, nanana. Bon, ce sont des propos qu'on a dans la presse alternative. On est libre de parler librement et de dire ce qu'on pense. Donc, et comme on le pense, on le dit. Voilà. Et là, tout d'un coup, lui, il le fait. Qu'est-ce qui se passe alors? 5 minutes, j'avais dit? Allez, 5 minutes. C'est parti. Petit tour dans l'espace. Ouais. Non, mais non, faut le dire. Petit tour dans l'espace. Là, avant d'aller dans l'espace, on est dans l'hypothèse H1 d'après ce que Aleister Crowley, quand Aleister Crowley nous fait son analyse, évidemment, il en profite. C'est quelqu'un de très rationnel qui essaye d'expliquer les choses comme elles sont, qu'est-ce qui justifie qu'on ait tel comportement, telle parole, etc., et telle situation. Il essaye de coller les morceaux pour faire que ça tienne. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit logique, et c'est pour ça qu'on l'adore absolument. Il va remonter donc dans l'explication de ce qu'est l'idéologie en gras. Et Alice au pays des merveilles, etc., la psychologie occidentale. D'accord, très bien, super. Hypothèse H1, ils sont tous devenus fous. Très bien, super. Donc dans une hypothèse, en fait, ça veut dire que si le Daily Telegraph en parle, c'est que il y a une croissance de cette conscience de la situation qui va jusqu'à atteindre les couches les plus éloignées et les plus abruties de la société, c'est-à-dire les médias, des gens qui sont les moins prompts à dire la vérité, les plus menteurs, les plus hypocrites, etc. Même eux, au stade ultime, ils finissent par cracher le morceau. Ok, donc ça c'est la théorie hypothèse H1. Maintenant on va voir l'hypothèse H2. Dans nos interactions avec nos amis de l'espace. Mais quoi? Ben oui, quoi, on a le droit. Oh, du coup je suis en black and white, c'est sympa ça. On a été au courant depuis le début de la stratégie. Révolte. Dans la catégorie des révoltes, alors, bouge pas, j'arrive. La révolte des États-Unis va-t-elle dégénérer en guerre civile? Ces révoltes affecteront-elles le reste du monde? Ceci a été liké comme un... en gros pour dire... quand eux ils like, c'est pour dire on s'intéresse à ça. C'est pas oui, c'est pas non, mais c'est un sujet chaud. C'est un sujet qui touche à quelque chose qui fait partie de ce sur quoi on est capable de communiquer. Évidemment, la communication avec des extraterrestres ne peut se faire que de manière extrêmement précise, avec des lois de précision qu'on ignore totalement, mais en fait, le but étant évidemment de limiter au maximum leur influence, l'impact de leurs analyses et de leurs propos, de rester dans un cercle assez restreint, et donc éviter à tout prix de provoquer un embrasement, ce qui est assez difficile. Eux-mêmes ils l'ont constaté dès les années 60, contrairement à ce qu'ils croyaient au départ. Ils avaient peur d'un embrasement avec leurs propos et leurs relations avec des humains, et finalement ils se sont vite rendus compte que les gens étaient tellement incrédules et tellement il y a comme un mur qui bloque le son dans la tête des gens. Donc c'est fait une sourdine, et ça empêche, ils sont étanches à de nombreuses questions en rapport avec la réalité de ce qui se passe dans le monde. Donc on peut même carrément leur dire en face des choses claires et nettes, et les gens ils n'entendent pas, ils n'entendent rien du tout. Et ça fait partie depuis longtemps des stratégies de mensonge, que de dire la vérité telle qu'elle, et de faire en sorte que de toute façon ça passe pour totalement anodin ou superflu, superficiel, et que ce soit oublié dans la foulée.
Les gens ont un système d'amnésie automatique qui les empêche d'accéder à des informations qui sont trop dangereuses pour leur construction consciente. Enfin, la construction de la conscience, c'est de la psychologie, cette construction, ce sont des mécaniques qui sont installées. Il y a le subconscient, il y a des procédures, il y a des notions diverses, etc., des principes. Bref, comme disait George Bush, à un moment donné, on lui pose des questions sur les extraterrestres, et il répond au présentateur: écoute mec, si je te disais toute la vérité, ton cerveau exploserait. Et effectivement, bah, il a bien compris. Enfin, en tout cas, ce genre de propos, c'est pas lui qui a réfléchi, évidemment. Ce sont nos amis aliens qui le disent textuellement, et qui nous l'expliquent en fait. Euh, le cerveau explose, c'est une façon de résumer de le dire, mais on n'est pas capable de supporter certaines informations. Parce que ça va trop vite, et puis surtout, ça va trop vite dans l'évolution, et voilà, et surtout, ça peut provoquer plus de dégâts qu'autre chose, donc mieux vaut être discret. Cependant, maintenant, on est quand même dans une période où on a besoin de commencer à parler de nos relations avec nos amis aliens. Et donc, dans la catégorie des élites, parce qu'il y a un bon nombre de discussions qui concernent les élites. Celles-là, elles sont classées donc dans l'ordre chronologique. Ça commence en 15, 2015, ok. C'est le début de nos conversations sur Internet. Et je vais faire un petit tour de ce que nous avons sur les élites en particulier, ce que vous appelez les élites, ce que nous appelons les élites, qui n'ont d'élite que leur posture, mais pas du tout leur intelligence ou quoi que ce soit d'autre en fait. Mais bon, quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir, et quand tu as de l'argent soudainement, tu te dis qu'est-ce que je peux faire avec? Et c'est là qu'on se révèle souvent l'identité des gens. J'avais dit que ce serait au bout de 5 minutes. Ok, bon, bah, ça va être 7 ou 8, je sais pas. La question de prix Pulitzer, c'est celle du journalisme. Le journalisme consiste à aller chercher une information et à la retransmettre au public. Ce que je fais actuellement, ça consiste à prendre une information que nous avons. Ce sont nos informateurs, en fait, on peut dire. On n'est pas obligé de donner la source de nos informateurs, mais on a les textes ici qui sont écrits. Et leur travail à eux n'est pas de communiquer au public dans son ensemble. Leur travail à eux est de communiquer avec nous, ou en tout cas avec un petit groupe de personnes. Et notre travail à nous, c'est, si on en a envie, on peut en parler autour de nous. Et d'ailleurs, c'est une question de choix individuel, mais c'est difficile quand même de vivre longtemps. On a vécu longtemps sans en parler avec personne. On a vécu très longtemps comme ça. On avait le droit d'en parler à personne. Et maintenant, on a ce droit depuis 2015, mais seulement c'est quand même difficile. On le fait discrètement, délicatement, progressivement, et le but étant évidemment de faire progresser un peu la capacité à recevoir ce genre d'informations. Autour de nous, il suffit de le faire avec des gens, et ainsi de suite. Quand ils nous parlent, alors quand ils nous parlaient de chez eux, de ce qui se passe dans l'espace, de notre environnement, notre histoire, les autres civilisations qui viennent nous visiter, etc., c'est très intéressant, c'est sûr. Ah bah oui, c'est quand même des choses à savoir, hein. Et ce qui est pertinent, c'est que la raison de leur présence est particulière, puisque l'humanité se trouve à un stade qui était prévisible dès les années 60. Ils l'ont vu arriver, ils ont vu ce stade, ils ont fait: ah mais dis donc, en fait, cette civilisation, cette planète-là, ils en sont exactement à deux doigts, ils sont au seuil du fameux moment critique, le fameux moment critique que toutes les planètes connaissent, qui est celui où on accède à une forme de maturité. Et ce moment critique est critique parce que quand ça marche pas, ça marche pas. Et les civilisations qui s'arrêtent à ce moment-là, qui se sont autodétruites, sont nombreuses. C'est triste, mais beaucoup de planètes n'ont pas réussi à survivre à leur propre évolution. Et par contre, celles qui sont parvenues à surmonter ces difficultés, c'est donc une strate évolutive qui ne se produit qu'une seule fois dans toute l'existence d'une humanité.
Euh, tout ce qui est avant, c'est de la préparation, et tout ce qui est après, c'est de l'apprentissage, la découverte, etc., l'exploration, hein. Et évidemment, dans certains messages qui ont été reçus ailleurs, d'autres sources, ça disait textuellement, il y a du bon là-bas, il y a du bon après. Voilà quoi. Essayez quand même d'aller jusque-là, quoi. Ce serait sympa de ne pas s'arrêter là. Et la question, c'est de savoir si on va être capable de surmonter les difficultés. Qui sont quoi? Les difficultés qui sont celles de j'ai expliqué assez bien, je pense, dans le dernier épisode en tout cas, euh, le chemin évolutif tel qu'on se le figure à cause de notre construction psychologique. Et donc on se dit que notre propre construction psychologique de la réalité nous fait aller tout droit vers un monde inhabitable, invivable, euh, dictatorial au maximum, avec les gens réduits à l'esclavage, avec des machines implantées dans le cerveau pour contrôler les humains tels des robots, ainsi de suite. Toutes les choses qui sont proposées ouvertement par Davos, qui est une clique exemplaire de fous alliés et qui nous donne de façon très visible le l'extension du problème psychologique que nous avons, principalement en Occident, mais finalement dans le monde entier, parce que le monde entier a été occidentalisé, hein. Il ne va pas falloir vous nier ça, vous les Chinois, vous les Russes, vous les Indiens, Amérique du Sud, Africains. Vous ne pourrez pas nier avoir une fibre occidentale. Et non. Euh, c'est un problème qui est extrêmement vaste et qui concerne la psychologie sociale en termes généraux. Et la- ce qui se passe, c'est que il y a deux réalités. La réalité qui est le fruit d'une construction psychologique et la vraie réalité qui, elle, demande simplement à être observée et à être comprise, entendue, écoutée et à ce qu'on se devienne capable d'avoir un impact euh, proactif avec sa propre évolution, parce que la réalité évolue de façon déterministe. S'il n'y a aucun cerveau humain qui s'en occupe, la réalité existe quand même. Et si le cerveau humain veut commencer à avoir un impact sur la réalité, il doit pouvoir travailler avec la réalité, et donc euh, à la fois suivre son cheminement et à la fois apporter ses idées, ses solutions, ses hypothèses, etc. L'homme peut agir positivement sur la réalité, mais à condition d'avoir une accroche, j'appelle ça comme ça, une accroche. C'est-à-dire qu'on peut tester un truc et commencer à voir si on peut avoir un impact sur cette chose. Et une fois qu'on commence à voir que ça marche, c'est comme quand on développe un logiciel, une fois qu'on a compris, on a posé le serveur, on a posé le logiciel pour développer le code, on a le machin, on a les codes, les mots de passe, on n'a plus qu'à taper le texte, on enregistre, on envoie ce truc, on voit, hop, ça marche, ah tiens, là on a accroché une connexion. On est connecté au truc et on peut commencer à faire des modifications, à tester des choses. C'est le moment où on passe le coup de fil, ding, et ça répond de l'autre côté. Bon. Et là, c'est ça que j'appelle une accroche. Avec, donc le rapport à la réalité, c'est ça. C'est d'avoir un impact sur la réalité et donc une compréhension. Après, il faut aller plus loin que l'analogie, mais une compréhension vaste de l'évolution, etc. Bon, je suis parti assez loin dans mon explication, plus loin que l'espace. Après ça, quand je vous parle des gens qui viennent de l'espace, normalement, ça vous paraît moins, moins difficile à suivre. Euh, Voyons ce que nos amis de l'espace, les amis de Humo, donc, nous disent à propos. Euh, on va revenir, hein, tu vas voir le rapport avec ça. L'été avant la tempête, etc. Prix d'énergie, peuple qui se révolte. Ouais, d'accord. Tiens donc. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est apporter une nouvelle compréhension de ce paragraphe. Alors, en 2015, ceux qui redistribuent leur fortune au lieu d'en accumuler toujours plus ne sont pas les cibles à viser. Tintin. Alors, ceux qui redistribuent leur fortune, c'est la philanthropie. Au lieu d'en accumuler toujours plus,
C'est pas, ils font aussi de la philanthropie, mais ils peuvent aussi en accumuler toujours plus. C'est pas toujours incompatible. Ne sont pas les cibles à viser. Tintin. Euh, bon, évidemment, on pense à Bill Gates et ainsi de suite, etc., etc. Pourquoi c'est pas les cibles à viser? Eh ben, autant que j'explique tout de suite le truc, c'est que eux, ils sont qu'un maillon de la chaîne de commandement. Ce sont des gens qui sont à la place qu'il faut pour faire les choses qu'il faut faire dans une chaîne de commandement. Mais ce ne sont pas les décideurs, ce ne sont pas les penseurs, et ce ne sont pas ceux qui ont l'initiative de faire les choses. Ils ne sont pas en haut de la chaîne alimentaire. Il y a des gens au-dessus d'eux. C'est ça l'important dans ce message. Euh, la menace réelle est la manipulation économique faite par les billionnaires pour induire la pauvreté. Pauvreté entraîne soulèvement, entraîne dépenses de sécurité. Quand j'utilise le terme prosaïque a quelque chose d'éclairant parce que l'explication qu'on peut avoir à des phénomènes incompréhensibles peut souvent être prosaïque, c'est-à-dire augmentation des dépenses de sécurité. C'est tout. C'est très très important. On est dans une affaire de business, on est dans une société de business, il faut faire de l'argent, et donc il faut vendre des trucs, il faut créer la demande. Si tu crées de la pauvreté, de la misère et des soulèvements de la population, tu crées de la demande pour des produits en dépenses de sécurité. Et la dépense de sécurité, c'est les gros camions qui nous vendent, les armes, pour tenir le peuple, etc. Ils peuvent créer des manifestations pour vendre des armes pour abattre les populations et les martyriser, ainsi de suite, uniquement dans le but de faire du fric, tout simplement, sans autre arrière-pensée que ça. Mais bon, ils ont aussi d'autres arrière-pensées. Et là, la paix mondiale n'est pas un objectif pour les dirigeants des grandes nations. La guerre est beaucoup plus rentable que la paix. Voilà, déjà, ça c'est quand tu es un extraterrestre et que tu arrives sur Terre et tu regardes ce qui se passe. Ce qui te saute aux yeux en premier lieu, c'est ah bah dis donc, chez eux, mieux vaut faire de la guerre, hein, si tu veux gagner de l'argent. Soyons logiques. Cette vidéo de Vice est une personne qui s'est infiltrée dans un salon de la guerre où ils vendent des armes à tous les pays du monde qui sont en guerre les uns contre les autres. Et officiellement, ils sont en guerre les uns contre les autres, mais ils se retrouvent tous dans ce salon pour acheter des armes. Et ils boivent le champagne ensemble. Et on peut les entendre dire à un moment donné dans la vidéo, We fuck the world. Voilà, quand on parle de comment ça s'appelle, Nuland qui disait fuck Europe, bah, c'était de la fiotte, ça. On sait qu'ils font ça. À la base, We fuck the world, c'est le marché des armes est un des principaux, ou si ce n'est le principal marché du monde maintenant. Donc, plus il y a de guerre, plus il y a de marché, ça se compte en milliers de milliards. Tout à l'heure, il parlait des manipulations économiques induites par les billionnaires, donc la traduction de trillionnaire en anglais, parce que évidemment, échelle courte, échelle longue. Et les billionnaires, donc des gens qui possèdent 10 puissance 12 dollars. Donc ce sont pas des gens qui se figurent dans le top de Vogue, comment ça s'appelle, Fortune, les plus grandes fortunes du monde. Tous les ans, il y a un classement. Les gens qui sont dans ce classement ne sont pas ceux dont on parle ici. Nous, on parle des gens qui ont 1000 fois plus que ceux qui sont les plus grandes fortunes du monde. Donc, il y a des gens qui sont 1000 fois plus riches que ça, encore, et dont on ne parle pas, et qui induisent des manipulations économiques, qui font des manipulations économiques pour induire la pauvreté, dans le but de créer des soulèvements. Donc, on parle de ces gens-là. Un coup sur le flash crash, c'est toute une histoire. Ils expliquent qu'un pauvre gars a été accusé faussement. Question. Alors c'est quoi en espagnol? Attends, faut que je te retrouve le truc dans son contexte.
parce que je suis pas très doué en espagnol. Bon, d'accord, bouge pas. On va pas le faire à chaque fois, mais je l'avais normalement là, mais comme je veux gagner du temps, je suis obligé de faire ça avec la méthode lente. Alors, le rôle de l'élite mondiale, s'il y en a une, qui cherche à profiter de l'effondrement, ou est-ce que vous ne le pensez pas? Bon, d'accord. Ok, réponse. Ils s'en fichent, tant la hausse que la baisse des marchés euh, leur permet de tirer profit de la spéculation, contrôle les prix des matières premières. Ils s'en fichent que les gens meurent ou crèvent ou quoi que ce soit. Le but, c'est de faire de l'argent. Ça, c'est important. Vos élites imaginent à tort qu'elles bénéficieront en priorité, et là, c'est là que je veux mon prix Pulitzer, des accords que font miroiter vos visiteurs, vos autres visiteurs peut-être, il aurait dû dire. Les confréries sur Terre ont-elles un héritage d'interactions passées avec les autres espèces aliens, impliquant des connaissances transcendantes, des technologies ignorées du plus grand nombre? Avez-vous de tels groupes sur Homo? Ça, c'était la question. Une des questions. Ah ouais, d'accord. C'est en fait un moment où il y a énormément de questions qui sont posées simultanément et de réponses. Bon, vous le lirez tranquillement. Mais la synthèse de ce passage, c'est que des aliens mal intentionnés sont en contact actif avec ces gens, les billionnaires. Elles leur font des promesses et ces imbéciles croient en ces promesses et donc ils ont un calendrier d'action à commettre les uns et les autres, c'est-à-dire les visiteurs et les billionnaires, dans le but d'obtenir quelque chose. Du côté des terriens, c'est d'obtenir quelque chose qu'ils n'auront pas. Ils vont se faire couillonner, mais ils vont tout perdre. Ils vont amener la population mondiale à sa ruine totale, pour rien. Et ce que ont à gagner les aliens mal intentionnés, évidemment, ça va être autre chose de bien plus vaste. Et c'est difficile de traiter avec eux parce que quand on a des gens qui sont plus évolués, plus avancés, plus intelligents, qui ont une meilleure informatique, une plus longue expérience, c'est pas leur premier rodéo, c'est pas la première planète qu'ils mettent sous esclavage. C'est pas un truc qui se fait comme dans les films avec un vaisseau qui arrive et qui dit ça y est, maintenant c'est fini pour vous. C'est un truc qui se fait sur le long terme avec un long travail de fond. Et ça fait des milliers d'années qu'ils font ça. Donc c'est des spécialistes en la matière. Il faut pas rigoler avec ça. Mais juste pour revenir sur le côté qui nous intéresse, la partie des révoltes, parce qu'on va pas tous les faire, mais ils se considèrent comme faisant partie du monde civilisé. Est-ce le cas? Le contrôle du marché pétrolier par le maintien des tensions autour des pays producteurs est l'objectif principal de ceux qui, directement ou indirectement, financent les armées terroristes. Ils créent continuellement de nouveaux monstres, toujours plus puissants pour détruire les vieilles entités embarrassantes qui ne sont plus rentables. Ça, ce sont la suite les suites de terroristes qui se succèdent les uns aux autres. ISIS étant venu pour éliminer Al-Qaïda, Al-Qaïda étant venu pour éliminer les précédents, et ainsi de suite. Seules les négociations politiques, toutes seules, les négociations politiques ne sont plus en mesure de gérer ces groupes terroristes qu'ils ont créés volontairement, qui au bout d'un moment prennent leur indépendance, forcément. Alors, j'ai dit, on va pas tous les faire. Les instances principales connaissent déjà nos conditions. Entravées par leur propre inertie, elles les refusent majoritairement. Des conditions de paix. Il faut savoir que les Homos étaient à l'origine du traité START, de démilitarisation et dénucléarisation des pays, des principaux pays du monde, dont la Russie et les États-Unis, à l'époque de Gorbatchev. Et ça, c'était un moment précis de l'histoire qu'il faut bien noter parce que c'est le seul moment de l'histoire contemporaine où il y a des gens qui ont été intelligents. Et ben ça a été sous l'impulsion de nos amis d'Homo. Voilà, ça c'était pour dire. La violence montrée dans les médias est-elle consciemment exprimée par le 1%
ou un autre groupe afin de répandre l'anxiété. Afin de répandre l'anxiété. C'est une question que quelqu'un pose et c'est donc un message auquel eux, ils apportent un petit cœur pour dire like, pour dire bien vu. Bravo champion. Alors, la question c'était par qui, en réponse au précédent message, sont-elles, ils se prennent pour des peuples civilisés, etc. Sont-ils civilisés? Attends, je te ressors le truc en entier. Planifié par qui ou par quoi et pour quel objectif final? La pr- précédente intervention, alors du coup il faut revenir là. Tu veux bien me le remettre? Ok, ça commençait comme ça. Planifier. Alors c'était une citation que je reprenais. Planifier pour provoquer des rivalités frontalières entre nations auparavant alliées. Et donc à l'époque on était limité à 180 caractères, hein, donc fallait faire vite. Pour obtenir la détente, est-ce qu'il faut... Enfin, la question c'est que je posais, voilà. Que pensez-vous du développement actuel des tensions internationales en 2016? Qu'est-ce qui pourrait les détendre? Elles sont planifiées pour provoquer des rivalités frontalières entre nations auparavant alliées. Pour obtenir cette détente, il faudrait une rénovation des acteurs politiques intégrale. Et d'où la question suivante. Elles sont planifiées par qui ou par quoi? Et par quel objectif final? Elles sont planifiées par le Conseil des Relations étrangères, le CFR, et donc qui est, voilà, etc. Et du groupe et des groupes et commissions connexes, donc un certain nombre de consortiums qui existent dans le monde qui discutent de ça. Gouvernance mondiale par les peu nombreux. Voilà par qui? La gouvernance mondiale par des peu nombreux, c'est cette population de gens. On va revenir à la suite. Normalement, parce que là, j'ai pris ça sur les tags élite. Attends, c'est assez embêtant quand même de ne pas avoir les questions à chaque fois. Alors, je te le fais comme ça. J'aurais dû commencer comme ça, mais oui. Tu prends le élite. Attends, je fais ça bien. Oui. Ok. Non, mais non, faut faire ça bien. C'est ridicule, Dave. T'allumes ta petite caméra pour filmer le clavier. Oui, bah oui, je sais. Donc tous les messages qui sont tagués Elite sont ici et grâce à ce petit logiciel on peut avoir les questions et les réponses, c'est quand même plus intéressant. Et donc du coup ça part en sens inverse chronologiquement et voilà le truc. La menace réelle et la population économique, la manipulation économique faite par les billionnaires. Ça c'est le message sans question posée au préalable. Là, on a donc la plâtrée message, etc. Tout ça, on l'a vu. C'est quand même mieux quand tu as des questions avant. Hein. Nous ne sommes pas gouvernés par des barbares sanguinaires. Ils se considèrent comme faisant partie du monde civilisé. À l'époque, donc, dès 2015-16, était prévu l'effondrement économique. Ça, je vous le dis, mesdames et messieurs. Voilà. Et planifié pour 2019 à 2022 à peu près. Quel pourcentage de politiques mondiaux est conscient et préparé à ce qui se prépare? Tous ceux qui ne sont pas seulement des marionnettes en sont conscients, mais aussi une partie du haut de l'élite, c'est-à-dire moins d'un sixième de vos politiciens. Ils savent ce qui se trame et ils savent pourquoi. La violence montrée dans les médias est-elle consciemment exprimée par le 1%? Oui. Pour répandre l'anxiété? Oui, c'est un but.
Essayez-vous encore d'entrer en contact avec certains représentants de la Terre? Eh ben on a essayé, mais ils ne veulent pas. Ça, c'était un refus catégorique, enfin un refus qui s'est produit, donc ça s'est produit, hein. Après, une fois que ça s'est produit, c'est difficile de revenir dessus. Et ça s'est produit il y a longtemps en plus. Par Eisenhower, donc à l'époque. Planifié par quoi et par qui? Donc CFR. Ok, des questions diverses. Quelle participation ou responsabilité a la fameuse race amorale? Donc ça, ce sont ceux qui ont un impact et une relation particulière avec certaines élites, qui traitent avec nos lobbies et pouvoirs, etc. Quelle relation elles peuvent avoir avec l'effondrement économique? Indirectement, ils sont invités à trouver un accord unissant les pays dans le cadre d'un nouvel ordre mondial notoire. Voilà l'origine des choses. Beaucoup de gens s'en doutaient. Évidemment, on n'a pas le droit de considérer ceci comme une information. On a seulement le droit de voir que nous avons des propos tenus par des personnes qui sont avec une très grande probabilité véritablement aliens. La question d'avoir la preuve de leur posture et de leur nature n'est pas à notre portée. Cependant, de la même manière, n'est pas à notre portée d'avoir énormément de certitudes sur beaucoup de choses que pourtant on considère comme parfaitement fiables. Donc déjà, avant d'en arriver à avoir une certitude là-dessus, il faudrait avoir d'autres certitudes sur d'autres choses. Je veux dire, pour être logique, hein, c'est des questions vachement vastes, hein. Quand ça concerne la logique, justement, qu'est-ce qui prouve que la logique est logique? Ben, c'est la logique. Alors, tu fais comment? Il faut réfléchir, c'est tout. Voilà, c'était une très longue réflexion qui nous a conduit à admettre la véracité de cette source, l'authenticité. Est-ce que cette planète mourante est celle des visiteurs décrits ci-dessous? Nanana, ok. Alors parce que ceux qui sont concernés ont une planète qui est mourante, donc c'est un peu le motif de leur motivation, et ce ne sont pas les seuls en plus, il y en a d'autres. Un deal radical peut avoir lieu pour forcer un président de la République comme Trump à l'époque à devenir partenaire de Goldman Sachs. Comme quoi il peut être manipulé par la menace, il n'y a pas de problème. J'aime bien le privé de cure de rajeunissement. Bon nombre de vos leaders sénescents paieront cruellement leur pari perdu. Pourquoi? Pourquoi paieront cruellement? Parce que après la mort, on continue à exister. Et c'est là que les bêtises qu'on a faites de son vivant, c'est là qu'on peut en sous-peser le poids, et la difficulté, la dureté et toute la douleur que ça implique. En fait, ils se prennent leur enfer, c'est l'enfer qu'ils ont fait subir aux autres. L'enfer qu'on a après la mort, c'est l'enfer, c'est les souffrances qu'on a provoquées dans notre vie. De la même manière que le paradis, c'est le bonheur qu'on a produit. Et voilà, c'était le message qu'il y a une vie après la mort, et c'est un message important parce que ceux qui agissent de façon absolument épouvantable dans le monde sont parfaitement certains qu'il n'y a rien après la mort et que le but de la vie c'est d'en profiter tant que ça dure, et comme ils sont intouchables, ben, ils n'en ont rien à foutre des conséquences, et donc ils sont gagnants sur tous les tableaux, c'est tout bénef. C'est comme ça que pense tout braqueur de supérette. Il se dit, mais c'est tout bénef, j'ai un masque, on ne me reconnaîtra jamais. Eh ben non. Là, avez-vous la possibilité de nous en dire plus sur cette motivation première, car nous en imaginons de très nombreuses. Maintenir un sentiment d'insécurité pour justifier l'augmentation de la répression policière. Voici ce que j'étais venu chercher. Limiter les libertés individuelles pour vous préparer aux futurs états militaires. Voici ce que j'étais venu chercher. Ça, c'est le plan, officiellement. Ça commence à s'éclairer dans ton esprit ou pas? Les leaders décrépits du parti du court terme, le parti du court terme, ils appellent ça.
tente de provoquer des affrontements sociaux à tout prix. Ça, ce sont les probabilités d'effondrement économique. À l'époque, 2019, 2021 et avril 2021, c'était le plan initial. Le plan initial était de provoquer le crash économique global, mondial, simultané, intégral, complet, arrêt total de tout, de toutes les... Puisque personne ne peut payer, personne ne peut bouger. Puisque personne ne peut bouger, personne ne peut payer. Donc c'est l'effondrement complet de toute la mécanique, de tout le système. Ça, c'est ce qui était prévu et planifié. Ça ne s'est pas produit, au cas où vous aurez remarqué. Pourtant, nous, on a essayé de prévenir les gens, mais méfiez-vous les gars, faites des stocks de bouffe. Et ça ne s'est pas produit. Il y a, ça sera l'occasion de faire peut-être un épisode sur ce point précis, un jour. Mais ce sera sur une autre chaîne. Une chaîne consacrée au humo. Mais là, en l'occurrence, les leaders décrépits du court terme, le parti du court terme, c'est vraiment très bien dit, tente de provoquer des affrontements sociaux à tout prix. Donc le plan n'a pas eu lieu, mais le fait de provoquer des affrontements sociaux est toujours d'actualité, au fait, hein, quand même. La mort de la destruction. La mort et la destruction. Moi dans le Guardian. Ah oui, donc David Koch était mort à l'époque. Il a laissé derrière lui la mort et la destruction, donc c'était un super méchant. Et on a cet auteur, Alex Koch, qui est presque pareil, mais c'est pas le même, qui fait un éloge funèbre d'une personne qui a provoqué la guerre partout dans le monde, sans que personne ne connaisse ce type. Voilà un nom intéressant à savoir. Là, il y a les deux factions de l'élite, parce qu'ils étaient divisés en deux factions à l'époque qui étaient concurrentes, qui se disputent la date de l'effondrement. Ont-elles des chefs ou bien seulement des supporters? Réponse à côté un petit peu. Un premier groupe de vieux amis fait la promotion des guerres sous couvert de philanthropie pacifiste. Ça, c'est une chose qui est si clairement dite qu'elle se résume à elle seule des assez grandes quantités d'articles qui sont écrits par des gens qui se posent des questions sur cette philanthropie. Est-elle vraiment pacifiste? Quelles sont les conséquences, etc. Des guerres. Et ben là, quand on connaît, vu d'un haut, vu à la verticale de l'immeuble, sans avoir à passer par les murs, quand on a une vision orthométrique, on va dire, les choses sont très claires. Ce sont des... bon, ils font la promo... Des vieux amis, ok, ils se connaissent tous. Ils font la promotion des guerres sous couvert de philanthropie pacifiste. Intéressant. Ils se cachent à la vue de tous. Et l'autre groupe de banquiers de l'ombre agit pour un profit maximum indépendamment des victimes. Ça, c'était le premier groupe qu'on avait vu. C'est ça. Et quand ils disent ils se cachent à la vue de tous, c'était pour dire là on a un joli bâtiment. Alors ça se trouve à New York, dans un coin qui s'appelle Tribeca ou un truc comme ça. C'est une petite presqu'île où c'est interdit d'entrer. Ils ont des beaux immeubles, donc on peut voir après. On peut voir ça. Je sais pas s'il y a toutes les photos là-dedans. Voilà, enfin il y a de très beaux intérieurs, c'est cossu, c'est coquet, c'est sympa. Et on a l'adresse donc de River House. River House, le parc Rockefeller, sur River Terrace. Donc voilà, si tu veux louer un appart là-bas, t'as plus qu'à sortir 200 millions, ça ira. Ici, on a David Brock qui a fait une fête chez Line Forrester de Rothschild au 435 Est 52e Street, situé à River House, New York Street. Podesta a été invité. James Alefanti était là. Ils se connaissent tous les deux. Et ils connaissent tous les deux Line de Rothschild. Voilà River House, ce que c'est. C'est un endroit où on fait des fêtes.
apparemment. Hein. C'est sympa comme endroit. C'est là qu'il y avait un truc sur le révolté du boogie. Bon, attends, je vais te le trouver à la main, sinon il va sûrement faire sauter l'endroit. Alors, le plan actuel, plus lentement que prévu, progresse vers son objectif de provoquer des émeutes sociales dans le monde entier, d'amener les États à adopter un régime proche d'un État policier. On s'attendait à ce que les conflits apparaissent également à Londres avant à la fin de l'année, à la suite du rejet du Brexit. Donc toute l'histoire du Brexit et le temps que ça a mis, la difficulté, les freins qui ont été posés, étaient censés énerver les gens. Mais les gens ne se sont pas énervés du tout. À la suite du rejet du Brexit par la représentation parlementaire, il est maintenant peu probable que cela se produise. Les manifestations à Hong Kong ont aussi dépassé les prévisions, ça c'est bien, c'est pour eux, laissant moins de marge de manœuvre à la Chine. Donc vous avez vu, on se rappelle des manifestations de Hong Kong, c'était un peu à la suite du début des Gilets jaunes, il y avait des espèces de quasi-Gilets jaunes à Hong Kong, mais sauf que c'était des faux. Et c'était donc une manifestation qui était induite par les États-Unis dans le but de déstabiliser la Chine et de lui faire diminuer sa marge de manœuvre. Sur le plan stratégique, ça marche très bien. Ils ont parfaitement réussi ce qu'ils voulaient faire et c'est la guerre, c'est la guerre. Hein. Donc on prend des imbéciles, on les motive comme des couillons, ils vont faire la guerre sans savoir qu'ils sont en train de faire une guerre, sans savoir pour qui, sans savoir pourquoi, sans connaître les stratégies qui sont à l'œuvre, sans connaître rien du tout. Parce qu'ils sont motivés par un truc qui leur est passé par l'esprit à ce moment-là. Et ils vont faire des manifestations dans le cadre d'une stratégie plus globale qui consiste à nécessairement, on a la nécessité à un moment donné de diminuer légèrement la marge de manœuvre de la Chine pour pouvoir faire une opération. Voilà. Donc voilà comment ça se fait. En gros, le mec il veut faire passer un bateau, tu bah t'as qu'à faire une manif, ok. Tout de suite, j'arrive tout de suite, t'inquiète, ils sont chauds les mecs. Alors, deux clans s'entendent maintenant principalement sur la même échéance fixée au 16 avril 21. Une nouvelle phase conduisant à la première faillite d'une grande banque devrait débuter le 26 décembre 19. Ça ne s'est pas produit. Des pannes d'électricité sont prévues en vain dans certains pays clés pour contrôler ou déclencher des troubles sociaux. La montée des manifestations civiles dans les capitales britanniques apparaît comme l'un des facteurs clés nécessaires pour déclencher un effondrement économique mondial. Ça pourrait être dû au rejet définitif du Brexit ou le discrédit des membres de la famille royale à la suite des révélations diffusées par les médias. Voilà, en gros, le rôle des médias dans l'histoire, c'est aussi de servir à ces stratégies globales. Donc le but, si jamais les médias se mettent à parler du fait que les gamins de la famille royale ont des activités un petit peu douteuses, là où normalement ça aurait été les premiers à le dissimuler autant que possible et à le nier et à dire oh non mais au contraire vous voyez bien c'est tout l'inverse, là où ça aurait été des professionnels pour complètement les couvrir, eh ben ils peuvent tout d'un coup les lâcher à la foule en fait. C'est pas les lâcher en fait, c'est ils les lâchent qu'à moitié. On essaye de provoquer des réactions et de tâtonner, de voir comment réagissent les gens. Et si jamais, comme ça s'est produit, ça ne marche pas, il n'y a pas de réaction véritablement physique des populations qui se révoltent, etc. Il y a juste de l'indignation, mais ça ne se mesure pas trop. Dans ce cas, marche arrière, on rebloque le truc et on fait comme si rien n'était, on continue. Ok, non, mais il n'y a rien finalement. Ok. Pas de problème. Ouais, mais non, c'est des conneries tout ça. Vous embêtez à force. Voilà, ils peuvent décider de la réalité comme ils veulent. Ça, c'est bien dans le cadre de notre réflexion sur notre capacité de compréhension de la réalité.
de la construction psychologique qu'est la réalité, en simplement. Toute la réalité est une construction psychologique et le travail des médias est de modeler cette construction psychologique. Donc, indépendamment de toute réalité telle qu'elle, les faits sont les faits, les réactions sont des réactions qui sont possibles, mais on peut moduler donc les réactions aux faits. Bref, la multiplication des révoltes populaires partout dans le monde pourrait-elle amener les deux factions à se mettre d'accord sur une date plus proche? C'était la question qui a amené cette réponse. D'accord, ok. George Soros a-t-il eu ou a-t-il encore des contacts directs ou indirects avec ces aliénats moraux dont nous parlons? La réponse est like. On les appelle les amoraux parce que ils ont un système moral différent du nôtre, et pour eux que nous soyons éclatés par un astéroïde ou par un jet solaire soudain ou quoi que ce soit, c'est ce qui arrive de temps en temps, quoi. Il y a des civilisations entières qui disparaissent sur un coup de tête du destin de l'univers, et il n'y a aucune raison à ça, et il n'y a personne pour pleurer. Et donc leur morale à eux, aux amoraux, c'est de se dire, mais si on prend une planète et qu'on détruit tout ce qu'il y a dessus pour se servir et prendre ce dont on a besoin, je vois pas où est le problème. Et même si c'est pour survivre que quelques années de plus, et alors que eux ils auraient pu vivre toute une civilisation et toute une vie entière extrêmement intéressante, bah c'est pas grave, parce que ce qui compte pour eux c'est leur propre survie. Donc ils sont dans un système où pour eux, nous, on n'a pas de valeur. Et voilà pourquoi on les appelle les amoraux. Et donc Soros est en contact avec ces mecs, ils s'entendent très bien du coup. Il s'est trouvé des potes, hein. C'est enfoiré. Alors, bon, j'ai vu les principaux trucs que je voulais montrer. Après, on a parlé de la pandémie, turbulence sur les marchés, etc. Vite fait, je regarde si je n'ai pas loupé un ou deux. Ah, tiens, à propos des deux factions de l'élite qui sont maintenant aux prises, l'une planifiant l'effondrement dès que possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est plus une prévision, mais un calendrier, disait-il à l'époque. Cet accord formel est-il toujours en vigueur? La principale instigateur de ce projet se meurt lentement et n'aura probablement pas le temps de fêter son prochain anniversaire. Cependant, il s'est récemment déclaré satisfait des événements de l'année passée, 2020, en déclarant que maintenant, joyeusement, je vais en enfer. Ce en quoi il ne croit pas de toute façon. Il s'agissait du prince Philippe, qui était extrêmement heureux d'avoir vu le monde en panique totale à suite au Covid en 2020. Il s'est satisfait de ce maigre résultat par rapport à ses plans initiaux, mais il était tellement content de voir tout le monde souffrir et avoir très peur que ça lui a donné une bonne mort. Et maintenant, il va en enfer. Et il croyait pas si bien dire, hein. Joyeusement, je vais en enfer, mais maintenant il y est là. Et maintenant, et maintenant il paye. Et ça va durer longtemps, à mon avis. En tout cas, ceux qui restent pour continuer son plan ont d'autres motivations, d'autres stratégies, d'autres timings, etc. Notamment, donc là en 2021, avril, on pose la question, il y a un an, parce que votre silence est pesant depuis la mort du prince. Question, la date est donc, comme vous nous aviez prévenu, reportée, avec un EE s'il vous plaît. Pouvez-vous, SVP, nous informer quand était différé l'effondrement et si les deux factions de l'élite se sont concertées sur le sujet? De nouveaux membres doivent être intronisés au conseil, le 26 mai 2021, en remplacement des agents récemment décédés, il y en a eu plusieurs. Depuis les funérailles du prince Philippe, les 38 agents restants offriront chacun une journée de deuil tranquille au monde jusqu'au jour de la cérémonie. C'est-à-dire que pendant 38 jours, ils n'ont commis aucun crime.
On a eu 38 jours de paix en 2021, en avril. Avril-mai, où il s'est rien passé. Il pleuvait tous les jours, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai, il pleuvait tous les jours. Et donc, alors après, si tu veux rentrer dans les détails et connaître la suite, tu pourras suivre les épisodes suivants. Parce que là, ça fait quand même un moment qu'on parle. 1 heure, et 1 heure, c'est la limite maximale qu'on se donne. Tout ça pour revenir sur ceci. Et quand on voit un article dans la presse qui dit ayez peur, les gens vont souffrir, ils vont rentrer en manifestation contre leur gouvernement, ils vont les chasser comme ça se passe au Sri Lanka déjà, etc. Ce qu'il dit n'est pas le même genre de réflexion que ce qu'on a dans les médias alternatifs où les gens réfléchissent et se disent tiens mais c'est sûrement ça qui va se produire si ça continue comme ça. Là, il s'agit de l'expression claire et nette du plan tel qu'il est arrêté et décidé en haut lieu. C'est ce qu'ils veulent, ce qui est écrit là. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça l'hypothèse H2. Merci, à bientôt.